سيد المرسلين محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, frères et sœurs. Comme vous le savez, nous allons faire une petite synthèse, une présentation en tout cas, du livre Études sur l'islam au Sénégal, tome 1, des personnes. Lorsqu'on dit tome 1, ça veut dire que donc il y aura tome 2 et peut-être plus de tome 2. Effectivement, il y a un tome 2 qui est intitulé Études sur l'islam au Sénégal, les doctrines et les institutions. Mais on s'est produit aujourd'hui à présenter seulement le tome 1, qui est assez volumineux dans le sens où il comporte 448 pages. Donc c'est costaud, assez costaud pour être suffisant dans cette présentation-là. Le livre est écrit par Paul Marty. Paul Marty est né en Algérie en 1882. Il a fait ses études primaires et secondaires en Algérie. Il a reçu une éducation chrétienne qui était dans la lignée de la tradition familiale, ce qui a sans doute eu une influence décisive sur ses convictions religieuses. Il fut toujours un fervent catholique. Il a fait des études de droit à l'université d'Alger. Il eut très tôt, grâce à son professeur, l'abbé Rossano, une inclination particulière pour l'étude de la langue arabe. Il est très costaud en arabe et aussi dans les sciences religieuses. En tout cas, il est bien outillé. Attaché au bureau des affaires indigènes en 1907, il est en poste à Casablanca de 1907 à 1911. En 1912, il rejoint Dakar et prend la tête du service des affaires musulmanes, qui est créé et rattaché, n'est-ce pas, donc au cabinet du gouverneur général de l'Afrique occidentale française en 1913. Donc, comme vous le voyez, c'est dans cette période où il était le chef du service des affaires musulmanes qu'il a écrit, n'est-ce pas, ce livre sur l'islam au Sénégal. Bon, par la suite, il est parti au Maroc, où il a séjourné de 1922 à 1925 et il meurt en 1938. Alors, dans quel contexte Paul Marty a écrit ce livre? Le livre est écrit dans un contexte politique et religieux bien déterminé. Du point de vue politique, comme nous le savons, donc le Sénégal était sous la colonisation française, c'est clair. Maintenant, du point de vue religieux, ce qui est intéressant, c'est que l'essentiel des acteurs qui ont marqué avec une empreinte indélébile la configuration islamique du Sénégal actuel étaient vivants. À part, bien entendu, Cheikh Omar Fouti. Donc, à part Cheikh Omar Fouti, El Hadji Malick était vivant, Serigne Touba était vivant, Bou Kounta était vivant, Limamou Laye était vivant, Cheikh Abdoulaye Niass était vivant. Donc, voilà effectivement les personnes qui ont marqué, qui ont empreint la configuration actuelle de l'islam au Sénégal et qui étaient tous vivants et qui étaient contemporains donc de Paul Marty. Ce qui donne, n'est-ce pas, une importance particulière à ce qu'il écrit parce qu'il est témoin de cela. Alors, le point concernant le critique visé. Pouvez-vous rabaisser votre caméra un tout petit peu? Je rabaisse mon caméra comme ça? Bon, comme ça, c'est mieux. Ok. L'objectif visé par l'auteur, en général, les objectifs des auteurs, on les trouve dans l'introduction. Mais
Il n'y a pas d'introduction pour ce livre-là. Et la conclusion se trouve dans le tome 2. Donc, ce qui fait que nous allons essayer, à travers le parcours que nous allons faire des différents chapitres, d'essayer d'extirper donc quelques objectifs que l'auteur avait. Le livre est organisé autour de 7 chapitres. Chapitre 1 est intitulé de l'influence religieuse des cheikhs morts au Sénégal. Chapitre 2, les groupements tidjanes dérivés d'El Hadji Omar, donc ce qu'il a appelé les tidjanes de couleur. Chapitre 3, le groupement tidjane d'El Hadji Malick Sy, ce qu'il a appelé Tijania Wolof. Chapitre 4, les mourides d'Amadou Bamba. Chapitre 5, le groupement de Bumpunta. Chapitre 6, les Mandingues, éléments islamisés de Casamance. Et le dernier chapitre, c'est Chérif Younouf de Casamance. Alors, les idées principales développées. Ici, vraiment, je vais essayer de toucher à l'essentiel des 4 premiers, voire 5 premiers chapitres, étant donné que ça peut nous donner une idée, n'est-ce pas, de l'orientation que l'auteur avait, n'est-ce pas, lorsqu'il rédigeait ce livre. Alors, le chapitre 1, c'est de l'influence religieuse des cheikhs morts au Sénégal. Selon Marty, la deuxième vague d'islamisation du Sénégal s'est faite avec les morts. Il décrit ainsi donc, la situation en disant: les Noirs islamisés du Sénégal se classent d'eux-mêmes et sans distinction sous la bannière religieuse des marabouts et ne comprennent l'islam que sous la forme d'affiliation à une voie mystique, ou plus exactement sous la forme de l'obéissance à un sérigne ou à un tcherno. Leur grand titre de gloire et leur profession de foi sont d'appartenir à un marabout. À toutes les questions, ils répondent: je suis musulman et mon marabout est un tel. Donc ça, c'est Marty, donc, qui disait ça il y a cela plus d'un siècle. À l'exception de Mokotio, donc, le Sénégal a été converti à la religion d'Allah par les cheikhs morts et par leurs disciples et élèves, et qu'ils se trouvent aujourd'hui soit directement, soit indirectement sous l'obéissance religieuse de ces cheikhs morts-là. On verra d'ailleurs, en son temps, donc dans le livre, que pour le Fouta lui-même, l'exception n'est pas absolue. Citant un autre auteur français, je crois, qui s'appelle Golbery, Marty est d'avis que le commerce, l'enseignement coranique et la confection des gris-gris étaient les principales activités des Maures au Sénégal après 1787. Marty a exposé en détail les marabouts maures qui ont le plus influencé l'islam au Sénégal. Et il s'agit, premièrement, de Cheikh Sidia, de Boutelimit, Tarza, chef d'un puissant rameau Padria dérivé de Kunta. Deuxièmement, Cheikh Sadou, qu'on appelle Cheikh Saad Abihi, de Kouroupa. Tarza aussi, chef des Padlia de la basse Mauritanie. Troisièmement, Cheikh Mahmoud, neveu de Cheikh Saad Abihi, bien Cheikh Sadou comme disent le Sénégal, et qui s'est installé en Casamance, même à Bonako, dans le Blanta, Kunda, cercle de Séville. Quatrièmement, les Idaoud Ali, du Trarza, groupement de Chorfa, qui sont des Tijans, et les Idaoud Hajj, donc qui sont des cadres. Donc, pour chacun de ces marabouts, Marty énumère avec détail, vraiment avec détail, les disciples, les localités dans lesquelles se trouvent ces disciples-là, témoignant d'un travail de recensement méticuleux qu'il a mené, bien qu'il a fait mener. Par exemple, Cheikh Sidia est décrit comme étant un cheikh de Serigne Touba, donc d'Amadou Bamba,
pendant une période de son cheminement spirituel. Cheikh Sadbou est décrit comme un cheikh qui distribuait plusieurs wirds. Si vous venez, vous voulez le wird de Tijan, il vous le donne. Si vous venez, vous voulez le wird de Qadr, il vous le donne. Si vous voulez, vous voulez le wird de Chazili, il vous le donne. Cheikh Mahfouz, qui est un neveu de Cheikh Sadbou, était allé s'installer à Kalpat, nous l'avons dit. Aïdaoul Ali était des Tijans. El Hajj Omar aurait été initié au Tijanisme par un de leurs chefs avant qu'il ne prenne son autonomie après le présidence. Les Aïdaoul Ali aussi auraient aussi initié Mamoudou Sek de Tchanaba, donc Seken de Tchanaba, qui sont des Tijans, et l'oncle de qui? De El Hajj Malik, qui était son initiateur dans la voie Tijania. Alors, maintenant, cela étant dit, nous pouvons passer au deuxième chapitre, qui est consacré au groupement Tijan dérivé d'El Hajj Omar, ou bien les Tijan tout couleur. El Hajj Omar est décrit par Marty comme le maître des tout couleurs. Il a organisé les tout couleurs militairement et qui, enrôlé sous sa bannière Tijania, constitue sa principale force. El Hajj Omar entreprend ses conquêtes soudanaises, donc avec l'aide effectivement de ces tout couleurs-là. Il n'aura que rarement l'occasion de revenir dans sa patrie, mais d'année en année, les bancs des jeunes guerriers tout couleurs partirent allant rejoindre leurs anciens à Ségou et à Nioro. C'est à ce moment que tout ce peuple électrisé reçut de son maître l'affiliation religieuse, n'est-ce pas, à la confrérie de Tijania. La voix du conquérant devenait la chapelle exclusive de son peuple. Et le sultan et général en chef était en même temps le souverain pontife de son empire. La chute d'El Hajj Omar en 1864 entraînait la ruine de son empire. Ça veut dire quoi? Après El Hajj Omar, vraiment, cet empire qu'il a réussi à bâtir était parti en lambeaux. Son fils, Amadou Cheikhou, pouvait se maintenir à Ségou seulement jusqu'en 1890. Mais les autres, n'est-ce pas, provinces de Fouta étaient divisées et chacun, en tout cas des marabouts qui étaient là-bas, a voulu devenir son propre chef, bien son propre leader. Donc, il dit ainsi que les intrigants politiques comme Abdul Boubacar, chef du Bassia, pensent qu'ils pourront se tailler une royauté dans ce lambeau de l'empire d'Al Hajj Omar abandonné par les débiles de ses fils. Donc, malheureusement, les descendants de comment on l'appelle, de Cheikh Al Hajj Omar, n'étaient pas assez outillés pour pouvoir prendre en charge la continuité de ce mec, n'est-ce pas, il a donné n'est-ce pas, à Fouta et au Sénégal de manière générale. On a pu remarquer ici que les groupements omariens étaient tous dirigés par des disciples ou sous-disciples du maître. Il arrive parfois aussi que des individualités omariennes se tournent vers le Tijan d'El Hajj Malik. Mais dans un cas comme dans l'autre, les fils et petits-fils d'El Hajj Omar passent inaperçus. Donc voilà un peu ce qu'il a dit d'El Hajj Omar. Donc il a cité quelques détails sur certains de ses fils, dont Najirou. Bon, mais je pense que ceux qui liront le livre vont voir ces éléments-là. Alors, donc ça c'est le chapitre sur Al Hajj Omar, donc les tout couleurs et les Tijans tout couleurs. Le deuxième chapitre, c'est sur les groupements Tijan d'El Hajj Malik ou bien les Tijania Wolof. El Hajj Malik Sy est né vers 1855 au village de Dopal de l'agglomération de Gaïa, à l'est de Dagana. Son père était Osman Sy, fils de Bodsi, fils de Mamadou Sy, et sa mère Pawa Douele, qui était Wolof. Donc son père, bien ses arrière-pères étaient des Toucouleurs, mais lui-même était devenu Wolof.
à force d'être dans un milieu wolof. El Hadji Omar, oui, El Hadji Malik, reçut sa première éducation auprès de sa famille maternelle, parce que son père est décédé avant sa naissance, avant de parcourir le pays pour compléter sa formation littéraire et religieuse, et ce, jusqu'à l'âge de 30 ans. El Hadji Malik n'avait pas attendu la fin de ses études, donc en 1885, pour commencer lui-même à enseigner. Il continua par la suite et pérégrina dans les villages du Cayor, du Jolof et du Waalo, s'arrêtant quelques mois dans les bourgades importantes et ouvrant une école. En 1889, il précise lui-même, c'est l'année où Faidherbe est mort, il fit le pèlerinage au lieu saint de l'islam par la route classique Dakar, Marseille, Alexandrie, Suez et ensuite Jeddah. Rentré de la Mecque, il ouvrit une école à Saint-Louis. Il végéta quelques années, ne s'y plut pas, retournant dans le Jolof et le Waalo, finalement s'établit vers 1895 dans le Cayor à Merné, près de Kell. Ce n'était pas encore le lieu de ses rêves après un séjour de 7 ans, soit vers 1900. Il vient se fixer à Tivaouane. Son installation, son école compta bientôt plus de 100 élèves. Il dut s'atteindre le succès. Il n'a fait que croître depuis cette date. El Hadji Malik, le wird Tidjane de son oncle Mayoro Wale, dès l'âge de 10 ans, où le Coran achevé, il ouvrait le premier livre de théologie. Cette affiliation, le rattachant au double courant du tijanisme de l'Afrique occidentale, à savoir celui de Chorpa, de Mour Idaoul Ali, et celui de El Hadji Omar. Ici, Sylvie, ce pieux exemple, qui était son oncle, vers 1888, il alla séjourner un mois chez les Idaoul Ali du Trarza et se fit conférer à nouveau le wird de Cheikh Ahmed Tijane par l'un d'entre eux, qui s'appelait Mohamed Ali. El Hadji Malik avait 4 femmes légitimes et un certain nombre de concubines. Alors là, il faut s'arrêter parce que quand j'ai dit concubine, certainement il y a certains qui sont sursetés pour expliquer en fait que les Français n'ont pas le mot correct par rapport à ce que le Coran appelle Ma Malakat Aymanukum. C'est-à-dire, à côté des femmes légitimes qui sont comment on appelle, des femmes libres, l'islam permet de prendre des esclaves. Donc, ça, c'était depuis les années anciennes, et donc le prophète en avait. Donc, ces esclaves-là, on les appelait Ma'amalakat Ayman. Pratiquement tous les grands marabouts que vous entendez ici au Sénégal en avaient. Mais eux, ils traduisaient les concubines. Nous, lorsqu'on dit concubine, dans notre entendement, c'est quelqu'un qui a une femme et qui derrière fait des choses qui sont illégitimes, illégales. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on parle de Ma'amalakat Ayman, c'est bien entendu légal. Alors donc, il avait 4 femmes et un certain nombre de concubines, comme il l'a dit, c'est des Ma'amalakat Ayman. El Hadji Malik était bien aperçu par les colons, comme le montre d'ailleurs ce passage dans le livre. Il dit, grand et vigoureux, de poils déjà blancs, El Hadji Malik souffre d'une cataracte double qui l'a rendu presque aveugle. Malgré son désir d'en finir, il recule indéfiniment la date de l'opération chirurgicale qu'on lui a maintes fois proposée. Lettré, fort remarquable, particulièrement versé dans les sciences juridiques et littéraires, El Hadji Malik paraît être le marabout le plus instruit du Sénégal. Le fait avait déjà été constaté en 1908 par M. Destin lors d'une visite de l'éminent directeur de la Madrasa de Saint-Louis qui dans les principales écoles
coranique du Sénégal. Le livre aborde ensuite la production de Hadj Malick Sy et son Zawiya avec force détail, les dispositions physiques de la Zawiya, les modules enseignés, les enseignants et les disciples. Il dit, la caractéristique de la Zawiya de Tivaouane, c'est qu'elle constitue une véritable université populaire. Elle a formé une quantité considérable de maîtres d'école coranique qui se sont répandus à travers le bas Sénégal, ont formé à leur tour une nouvelle pléiade de maîtres et ont ainsi contribué à répandre largement les rudiments de l'enseignement musulman. Les élèves et talibés de Hadj Malick ne sont pas en général plus instruits que ceux des autres marabouts, mais ils sont plus nombreux à savoir quelque chose. La clientèle du cheikh de Tivaouane est surtout une clientèle de petits marabouts, propagateurs d'instruction à la planchette. Ces résultats cadrent bien avec la haute culture intellectuelle du cheikh. L'enseignement de Hadj Malick, d'abord ambulant, puis fixé à Marné et enfin définitivement implanté à Tivaouane, cœur du Kayor, a été un des gros facteurs de la diffusion de la science coranique et partant un agent de plus intense islamisation au Sénégal pendant le dernier quart de siècle. Docteur, il nous reste Il me reste 5 minutes. Il faut essayer. 5 minutes. OK. Donc, j'accélère. L'influence exercée par El Hadj Malick, donc, s'étend à tout le Sénégal, etc. Donc, ça, je pense que vous pouvez y revenir. Et il a parlé ensuite de l'influence politique de El Hadj Malick. El Hadj Malick, et voilà, le fait qu'il avait des disciples dans ce qu'on appelle les premières communes reconnues du Sénégal, et ce qui fait que les politiciens s'approchaient, cherchaient sa bénédiction pour pouvoir remporter les élections. J'ai déjà parlé de relations de Hadj Malick avec les colons, qui étaient très cordiales, et donc ils ont fait un témoignage. Maintenant, je passe au 4e chapitre des Mourides d'Amadou Bamba. Après un bref passage sur sa généalogie, Marty décrit le CV de Serigne Touba, mais semble mettre l'accent sur la dimension politique de son pouvoir marqué par des relations difficiles avec le colon. Comme l'illustre sa déportation au Gabon de 1995 à 1902, puis en Mauritanie de 1903 à 1907. Ensuite, il y a eu la résidence obligatoire à Thiéyène de 1907 à 1912 et enfin la résidence obligatoire à Diourbel de 1912 à 1927. Il caractérise chez Amadou Bamba et son enseignement et sa vie privée par ce petit résumé. Amadou Bamba jouit auprès de tous les musulmans, même ceux qui ne partagent pas ses croyances telles que les Marocains, les Maures, les Toucouleurs, les Tijaniya, d'une estime générale. Tous s'accordent à le considérer comme un saint homme, pieux, charitable de mœurs très pures, convaincu de la mission de réformation islamique dont il se dit investi. Mon jugement sera plus complexe. C'est Marty qui dit, hein, mon jugement sera plus complexe. Le domaine religieux, je crois aussi, dans le domaine religieux, je crois aussi qu'Amadou Bamba est un convaincu, élevé dans un milieu familial où la culture était de tradition. Il est très versé dans les lettres et sciences musulmanes. Ses études semblables sur ce point à l'enseignement des universités de notre Moyen-Âge ont toute une base religieuse et ont eu au résultat de l'affermir dans sa foi en le nourrissant des preuves de la vérité de l'islam. En outre, Amadou Bamba croit vraisemblablement parce qu'il lui a été donné de croire, parce que cette question de foi naissant le plus souvent du sentiment personnel et de disposition naturelle échappe complètement à l'analyse et aux explications. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je parcours beaucoup de passages, mais ici, il a montré la dimension politique
en tout cas, que Serigne Touba aurait prétendu. Parce qu'il dit, Amadou Bamba a cru ce jour-là, et il en est resté longtemps persuadé qu'il était appelé à restaurer à son profit l'autorité locale. Il a groupé autour de lui les familles de Lat Dior, Samba Laobé, Albouri, Maba, et les a unis à la sienne et à celle de ses disciples par même alliance. Tous les condottieri de l'ancien régime, tous les débris des cours des chefs ont accouru à lui et ne vivent encore aujourd'hui que de ses substituts. Mais Amadou Bamba, malheureusement pour lui, est arrivé trop tard. Il s'est constamment heurté à l'expansion française en pleine vigueur. Le rôle des El Hadji Omar, des Maba, des Amadou Cheikhou, voyez deux dimensions de Serigne Touba, la dimension religieuse et la dimension politique. Et là où il était très sceptique par rapport à Serigne Touba, c'est sa dimension politique. Il pensait qu'il avait des visées politiques qu'il ne disait pas. Alors, avant de passer à mon appréciation, je voudrais juste partager ce dernier jugement de Marty dans sa conclusion. Il dit que donc ce vaste groupement d'êtres humains, bon, pour ceux qui sont sensibles, il faut accepter, il utilise des fois des termes très racistes, quand il parle des Noirs, quoi. Il dit donc ce vaste groupement d'êtres humains, il parle des Mourides, qui au nombre de 70 000 environ. Bon, il a précisé le nombre à une ligne de près, c'était 68 000 et quelques. Se sont massés derrière la bannière religieuse d'un des leurs, constitue une véritable confession nouvelle dont l'islam n'est que la façade. Donc pour lui, les mourides ne sont pas vraiment des musulmans, ils se couvrent de l'islam, mais c'est une autre secte. Il marque une étape dans la transformation du peuple wolof. On y voit percer toutes les tendances des indigènes vers l'anthropomorphisme et vers sa conséquence pratique, à savoir l'anthropolatrie. L'anthropomorphisme, c'est le fait de représenter Dieu sur un être, et l'anthropolatrie, c'est le fait de considérer une personne, de l'adorer comme s'il était Dieu. Ces Noirs, donc teintés de mohammédisme, c'est l'islam qu'il appelait ça, retournent à leur antique croyance, à l'adoration d'un homme, l'homme fétiche au culte des saints. La vague religieuse de l'islam a passé, et derrière elle, à nouveau, on voit, n'est-ce pas, tous les individus d'une même race se grouper autour d'un foyer religieux local. Toutes leurs forces morales, sociales, juridiques se rendent instinctivement dans le sens des croyances et pratiques ancestrales. Toutes leurs facultés économiques se concentraient autour des personnages qui, par une divination mystérieuse ou par un sens pratique remarquable, ont su se poser, n'est-ce pas, en représentant de ces aspirations confuses. Comme on pourrait le voir, c'est un jugement quand même assez réducteur, voire même raciste, d'un colon qui est inquiet par le rapport, je veux dire par rapport au développement d'un groupe religieux qui pourrait causer une instabilité politique à la colonie. Ce qui ne remet pas en cause la véracité de certaines observations sévères que Marty a eu à faire dans ce chapitre qu'il a consacré au bouddhisme. Avant de donner mes impressions par rapport à ce livre, je voudrais juste passer rapidement sur le groupement de Bou Kounta qui sont des cadres à Ndiassane. Donc, Bou Kounta, c'est le chef Abou Mohamed bin Abou Naama, plus connu sous le nom de Bou Kounta, qui habitait le groupement de Ndiassane, au village de Bou Kounta, à 5 km au sud de Tivaouane. Bou Kounta ne savait donc ni lire ni écrire l'arabe. Il ne connaissait pas le Coran par cœur. Il était sans instruction aucune.
Ce fait est assez rare chez les marabouts sénégalais, dont quelques-uns sont de frères lettrés arabes, et dont la plupart ont appris quelques sourates et quelques sourates et formules dont ils se servent oralement et par écrit avec onction et à propos. Il est encore plus étonnant chez un monde. On sait en effet combien l'instruction est répandue même parmi les femmes chez le peuple moro. Boukounta n'aimait guère mettre la conversation sur ce sujet et n'en parlait jamais. Mais ce qui est encore plus caractéristique de la mentalité de ce marabout musulman, c'est qu'il a demandé officiellement qu'on voulût bien ne plus correspondre avec lui en arabe, arguant qu'il était plein de méfiance envers les lettrés arabes qui l'entouraient. Tandis que plusieurs de ses disciples, sachant parfaitement lire et écrire le français, possédaient toute sa confiance. Marty donne quelques détails sur les dispositions physiques de la Zawiya de Boukounta et il dit: dans la réalité, Ndiassane n'a rien d'une Zawiya. Il y a bien là une multitude d'enfants et de jeunes gens. Le décompte qu'on m'en a donné dépasse 800, mais sur ces centaines d'enfants, on n'en rencontre pas un occupé à lire ou à écrire. Toute cette ruche est employée aux travaux des champs, aux commissions, à la garde des troupeaux, à la construction des cases. Tous les renseignements recueillis s'accordent à dire qu'il n'étudie ni ne jeûne ni ne prie. Cheikh Boukounta n'a pas reçu de consécration spirituelle et n'en donnait pas. Selon Marty, ses disciples avaient la liberté de choisir ou bien de se faire initier dans un des rites existants, donc que ce soit la Tidjaniya, le Mouridisme ou bien Qadriya. Bon, il a fait aussi des observations par rapport à sa dimension politique, mais je vais directement passer maintenant à la conclusion. Alors, dernière partie, analyse critique, force et faiblesse de l'ouvrage. Ce livre est vraiment riche, extrêmement riche en termes d'informations et bien fouillé. C'est un livre qui donne des informations précises, dans le sens où l'auteur avait parcouru, ou bien avait envoyé des gens dans tous les coins du Sénégal, dans tous les villages où il y a un marabout, pour s'enquérir de sa situation, de ses activités, de son enseignement, etc. De sorte qu'il décrit dans les détails la vie de ces marabouts-là. Donc, pour cela, c'est un mérite. Un deuxième élément, c'est le livre constitue ce qu'on appelle en gestion de projet la situation de référence. Comme vous le savez, lorsqu'on fait un projet en 2020, qui doit durer 7 ans, on fait mener une étude pour avoir la situation de référence par rapport aux bénéficiaires. De sorte qu'après 7 ans, oui, après 7 ans, on pourra comparer la situation des bénéficiaires en 2027 par rapport à la situation en 2020. La différence, c'est ce qu'on appelle l'impact du projet des bénéficiaires. Ici aussi, il faut avoir la situation de référence et ce livre nous donne la situation de référence. Aujourd'hui, nous pouvons comparer la situation de l'islam à l'heure actuelle comparé à ce qu'il était il y a de cela, n'est-ce pas, 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il décrivait dans les détails ce qu'était l'islam en présence, n'est-ce pas, de ces marabouts-là précurseurs. Ici, donc, on peut voir qu'à côté de la situation de référence dont le livre, n'est-ce pas, présenté, que le livre présentait, les colons en servaient comme un moyen de politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mener une politique sans avoir les données précises par rapport à l'objet, au domaine dans lequel vous voulez mener une politique. Et là, ils connaissaient parfaitement les chefs. Et la preuve, c'est que dans le livre,
il y a des passages où les colons préparaient la succession de El Hadj Malick et dans un autre lieu, ils préparent la succession d'autres. Ils disent Babacar Sy c'est Khalifa, hein, Khalifa. 28 ans, lettré d'esprit ouvert. Il habite Saint-Louis où il tient une école coranique et représente spirituellement et temporellement son père, El Hadj Malick. Babacar est sympathique et dévoué. Il est appelé à jouer un rôle religieux important et doit donc être entretenu dans ses bonnes dispositions. Et pourtant, Babacar Sy, Serigne Babacar n'était pas le fils aîné. Il y avait en ce moment-là Serigne Ahmed Sy Malick. Mais pour Marty, Serigne Ahmed Sy Malick n'allait pas jouer un grand rôle, il n'était pas impliqué. Donc, ça c'est par rapport au Tijaniya à El Hadj Malick. Par rapport au Mouride, il dit Mamadou Moustapha est le fils aîné d'Amadou Bamba. Il est professeur en Touba, comme son oncle Massamba. C'est un jeune homme de 24 ans, intelligent, sympathique et qui mérite d'attirer attention. Il est encore à un âge où la réceptivité est grande et tout porte à croire qu'on pourrait exercer sur ce jeune caractère une emprise qu'il n'est plus permis d'escompter sur Ahmadou Bamba. Plus loin, il dit il y a en outre les divisions qui règnent entre les fils et lieutenants d'Ahmadou Bamba. Ils peuvent être utilement exploités. Cheikh Anta, Mbacké Bousso, Ibra Fall, Ibra Fati, celui qu'on appelle Mame Thierno, sont actuellement des concurrents les plus en vue et dont les ambitions sont les moindres dissimulées, à la succession spirituelle d'Ahmadou Bamba. D'autres, tels que Amadou Doumbé, Massamba, Ibra Sarr arrivent en seconde ligne, avec moins d'assurance peut-être, mais autant de désir. Il est donc d'une habile politique de tenir entre eux une balance égale et de se servir de leur rivalité pour les asservir. Tous ces chefs sont arrivés à un âge où le caractère est formé et peu malléable et se prête difficilement à une certaine suggestion. Pourquoi le fils aîné d'Amadou Bamba, Mamadou Moustapha, ne serait-il pas l'outsider de la course? C'est un jeune homme de 25 à 26 ans, instruit, intelligent, plutôt timide. Il est à un âge où la réceptivité est encore grande et sera plus docile à notre entreprise. Il se rend compte que s'il veut être quelque chose plus tard, ce ne peut être que grâce à nous. Fin de citation. Alors, troisième observation, c'est une importance particulière est consacrée à Serigne Touba comparé aux autres personnalités dans l'étude. Vous voyez que pour les mourides, on les a recensés à une unité près, ce qui n'est pas fait pour les autres. Toute la généalogie de Serigne Touba du côté paternel comme du côté maternel est donnée jusqu'à 3e, 4e degré. Même, il a évoqué la possibilité d'avoir recours à des espions issus d'autres confréries contre les mourides. Il dit les Qadriya et surtout les Tijaniya peuvent être d'utiles agents de renseignement. Encore faut-il ne jamais accepter sans critique leurs informations car ce sont sur beaucoup. Organisé que le nôtre. Donc ici, ça montre que ces gens-là ont eu recours au service des renseignements, des agents, des espions, pour avoir toutes ces informations intimes des fois, privées, sur les marabouts.
Donc, les marabouts étaient infiltrés. Alors, quatrième point, avant-dernier point, les relations entre les chefs. En parlant des relations entre El Hadji Malick et les autres marabouts contemporains, Marty dit ceci. Les relations d'El Hadji Malick, les relations qu'El Hadji Malick entretient avec les chefs de la confrérie voisine sont empreintes de la plus grande cordialité. Avec les Tijaniya, donc de Cheikh Omar, il est dans les meilleurs termes et il cherche visiblement à se constituer les bonnes grâces des sectateurs de l'autre rameau du tijanisme sénégalais. En mariant sa fille Khadja à Seydou Nourou Tall, il a donné une preuve manifeste de son désir d'entente. Il est à présumer d'ailleurs que cette politique opportuniste en face de l'émiettement du tijanisme awari est fortement intéressée. Les Tijaniya Idaoul Ali sont en leur qualité de marabouts morts des personnages tout à fait vénérés, bien vénérables aux yeux de chefs noirs, bien du chef noir que Al-Hajj Malik. On sait qu'il a fait chez eux, vers 1888, une retraite d'1 mois et qu'il s'est fait confirmer le wird par un de leurs chefs qui s'appelle Mohamed Ali. Aujourd'hui, sans être à leur dévotion, ni leur envoyer des cadeaux réguliers, il fait toujours bon accueil à leur envoyer, les héberger, bien les héberge aussi longtemps qu'ils le veulent et leur fait des dons occasionnels. Les rapports avec le groupement de Boukounta et avec les Mourides d'Amadou Bamba sont plus froids. Dans le premier cas, donc avec Boukounta, la faute fut à Boukounta qui se renferme toujours à Ndiassane dans son exploitation agricole et ne voulut entretenir avec ses confrères voisins, même quand ils étaient aussi immédiats qu'El Hadji Malick, aucune relation amicale ou même officielle. Depuis la mort de Boukounta, les angles se sont adoucis et chacun vit ses choix sans acrimonie, mais sans grande sympathie non plus. Au contraire, Tijaniya d'El Hadji Malick et Mouride d'Amadou Bamba sont en fort mauvais termes. Et est-ce une question de conflit économique? C'est sur la voie ferrée du Cayor et surtout sur celle de Thiès-Caille qu'ils se rencontrent et se heurtent dans leurs opérations domaniales, agricoles ou commerciales. Est-ce une question de rivalité sociale? Les talibés d'El Hadji Malick sont en général des bourgeois des 3 capitales du Sénégal ou des propriétaires terriens wolof, tandis que la clientèle d'Amadou Bamba se recrute parmi les anciens tchèdos ou parmi les esclaves du Cayor et du Bawol, qui, émancipés, se sont hâtés à se soumettre sous le joug en s'offrant le luxe d'un suzerain religieux. Est-ce plus spécialement la faute de la concurrence déloyale des vicaires d'Amadou Bamba? Le mouridisme se signale en effet par une recrudescence d'apostolat qui s'exerce non seulement sur les sérères fétichistes, mais même sur les autres musulmans, en l'occurrence les adeptes malikiya. Toutes ces causes réciproques, mais toutes ces causes jouent probablement à la fois dans cet état d'animosité réciproque. Les cheikhs, bien entendu, affectent entre eux une parfaite correction de manière. Ils se sont offerts à plusieurs reprises de petits poèmes de circonstances sur les événements heureux ou malheureux. Ils les atteignent. Ils sont d'ailleurs tous deux de lointaines origines, bien de lointaines origines de couleur, et quelque peu par les femmes, parents par les femmes. El Hadji Malick n'entretient aucune relation officielle avec les chefs Sambou et Cheikh Sidiya. Ils se bornent à recevoir correctement leurs parents et envoyés. Donc, voilà ce qu'il a dit par rapport à ces relations-là. Et enfin, le livre aussi ne mentionne pas les laïcs. Pourtant,
Donc, l'appel des Layènes était déjà ancien. C'est en 1883 que nous avons fait cet appel-là, mais malgré ça, donc, il n'a pas consacré un chapitre, bien une section au Layènes. Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie des éléments que l'on peut relever par rapport au niveau. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette présentation. Je pense que on n'a pas été exhaustif, mais on a donné quelques informations, ça et là, sur le livre, qui est extrêmement riche, et on a laissé de côté beaucoup d'ingrédients qui sont des révélations assez graves. On sait, seul Dieu sait, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est assez grave comme révélation. Et je conseille vraiment chacun d'entre nous à lire ce livre-là parce que c'est extrêmement important pour connaître l'évolution de l'islam au Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Jazakumullah khairan, docteur. Donc, on a dépassé le temps prévu, mais c'est compréhensible en vue la nature du livre, sa richesse aussi et la quantité d'informations qu'elle renferme. Donc, on va prendre les interventions et les réactions. Donc, on va en prendre bon, maximum 5 ans pour intervenir, éventuellement poser des questions. Donc, vous pouvez lever la main via la fonctionnalité. Donc, sur le poste participant, il y a la possibilité de lever la main. Donc, je pense qu'il y a Ndarao qui va intervenir. Si vous n'arrivez pas à lever la main aussi, vous pouvez vous signaler oralement. Donc, docteur, je pense que avant de vous repasser la main, pour vous remercier. Oui, Murtada, je vais prendre note. Murtada, d'accord. Qui également? Bon, on y va. Après, peut-être que s'il y a d'autres qui veulent intervenir, on pourra leur donner la parole. Donc, Cheikh Ndaro, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je me félicite de cet important exposé dont vient de nous gratifier l'Amir qui est devenu un très grand historien. Vraiment, l'exposé a été très, très, très riche. Et je me demande si on s'était limité à ces 30 minutes prévues, qu'est-ce qu'il en serait? Parce que je crois que il a fallu presque le double du temps qu'il était imparti pour pouvoir vraiment faire le tour d'horizon de ce premier tome. Je crois que c'est très important. Et là, c'est pour insister à Ndiawar sur le format et le timing de cette importante activité. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de permettre aux intervenants d'avoir le temps de partager les idées phares en tenant compte vraiment du contenu du livre. Parce que si on donne pas assez de temps pour certaines interventions, ça risque d'escamoter ou en tout cas de laisser en rade beaucoup d'informations pertinentes que les exposants peuvent avoir besoin de partager pour une bonne compréhension, une bonne lecture en tout cas de l'ouvrage. Donc l'exposé était très, 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 très clair et très riche. Vraiment, je crois qu'on a un grand aperçu d'un pan important de l'histoire religieuse du Sénégal. Donc, mon intervention, c'était pas pour rajouter ou poser des questions. Vraiment, c'est clair à mon niveau. Et ça me donne envie vraiment d'aller lire le livre. Mais quand j'appréhende les 400 pages, là, j'ai très peur. Peut-être que j'aurais besoin du soutien de Kamal pour avoir la technique de lecture rapide pour lire ça en moins de 4 heures. Vraiment, mais c'est toutes mes félicitations au Paul et à l'Amir, vraiment, qui a fait un très, très, très grand et brillant exposé. Barakallahu fikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Jazakumullah khairan, Cheikh Ndaro, pour cette intervention. Donc, on donne la parole. En fait, Ndiawar, je voulais ajouter une chose, excusez-moi. Pour ce genre d'ouvrage, est-ce que ce n'est pas bon, c'est juste une remarque, que quand on fait les exposés, qu'on puisse faire une petite projection pour les grandes idées, les grands noms, les grandes dates,
vraiment permettre de retenir. Souvent, c'est pas évident si on n'a pas à côté de soi de quoi noter, quoi. Juste ça. Salam alaikum. On peut arriver à ça, tout à fait. Alaykoum salam. On peut voir normalement. Oui. Donc, Murtada, vous avez 2 minutes, Inch'Allah. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Vraiment, je remercie le pôle et l'Amir, Masha'Allah. L'exposé est très clair. Bon, moi, j'ai eu le plaisir de lire cet ouvrage, ça fait peut-être 1 an. Effectivement, je pense que le temps qui a été imparti à l'Amir est bien trop faible pour un ouvrage de cette envergure. Et pour le frère Ndaraou, moi, je dirais les 450 pages, vous les lirez puisque c'est un livre passionnant et qui nous interpelle à plus d'un titre en tant que bon Sénégalais. C'est carrément l'histoire de l'islam au Sénégal et même plus, c'est l'histoire politique, etc. C'est bien plus que ça, comme l'a souligné l'Amir. Et je me rappelle que au début de l'ouvrage, on note d'où nous vient le nom de Sénégal. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, je me rappelle, c'était le fait que déjà en 1914, on parlait de la Casamance comme une entité qui n'était pas vraiment sénégalaise. Donc, il y a tellement de choses qui interpellent dans ce livre. Mais ce qui est aussi à relever le plus, pour moi qui ai lu le livre il y a longtemps, les bribes d'informations dont je me rappelle, c'est déjà d'où nous vient l'institution des khalifes généraux. Il y a aussi le fait de l'introduction du français à Touba, comme le disait l'Amir. Si on prend 1914-1917 comme l'année de référence par rapport à nous en termes comment dirais-je, du vécu islamique au Sénégal, on se rendrait compte qu'il y a bien des choses qui ont changé, quelquefois dans le mauvais sens. Aujourd'hui, par exemple, on dit qu'à Touba, il n'y a pas d'école, alors que dans le livre, je me rappelle qu'on disait que Serigne Touba avait introduit l'enseignement du français à Touba, qu'il y a même un de ses cousins qui était professeur, etc. Peut-être une dernière contribution, c'est que Amir, je pense que j'avais lu une petite partie où il parlait effectivement des Laïens. Il les a un peu brossés, certainement que, je ne sais pas, vous l'avez peut-être sauté, mais il a effectivement parlé des Laïens, où il parlait, je me rappelle, où il disait que l'imam Moulay végété, c'est même le mot qu'il a utilisé. Donc, effectivement, dans ce livre, il y a énormément d'informations. C'est un livre extrêmement riche. Moi, je dis que c'est un incontournable pour l'histoire du Sénégal en général. Mais en même temps, effectivement, vous allez vous rendre compte que bon, le colonialisme étant circulé, qu'il y a effectivement des écarts de langage, mais que je pourrais comprendre et que je pourrais accepter du fait de là où on en était en termes d'évolution à la limite même humaine, etc. Bon, peut-être l'autre chose aussi, parce que bon, cette contribution que je fais, c'est pour vraiment inciter les gens à le lire, à même le poster au niveau du groupe pour que les gens puissent le tirer et puis le lire chacun. C'est qu'aujourd'hui, ça nous révèle vraiment des côtés que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, hein, du Sénégalais en général et du musulman sénégalais en particulier. En tout cas, je remercie le pôle, je remercie l'Amir pour l'exposition de cet ouvrage extraordinaire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je proposerai qu'on aille beaucoup plus en détail une fois qu'on l'aurait posté sur le groupe et que les gens en auraient pris possession, qu'on puisse en débattre un peu plus parce que je pense que c'est un ouvrage que tous les Sénégalais doivent lire, quoi. Barakallahu fikoum. Merci encore. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan, Inch'Allah. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, hein. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, alors, Là, Jazakumullah khairan, nous remercions et félicitons l'Amir pour cette brillante présentation. C'est vrai qu'elle est très riche en termes d'informations. Elle améliore donc notre compréhension même de la sociologie de l'islam au Sénégal. Vraiment, c'est un ouvrage de référence, comme il l'a dit, qui marque de manière indélébile un point de référence à partir duquel nous pouvons partir pour mieux comprendre l'islam au Sénégal. Maintenant, peut-être le reproche que je voudrais faire peut-être à nos penseurs intellectuels, c'est
de ne pas continuer ce travail d'explication, d'information sur la conduite de l'islam. Parce que je n'ai pas lu le livre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à rafraîchir, il y a beaucoup de choses à renouveler. Il y a peut-être des imprécisions, il y a peut-être des biais. On connaît la dimension idéologique, voire orientaliste même de l'auteur, peut-être. Donc, d'où la nécessité pour les auteurs actuels de revisiter donc la présentation de l'islam au Sénégal, surtout l'islam confrérique et même l'islam incarné, entre guillemets, par les associations islamiques. Voilà, je pense que c'est une invite que je lance à nos penseurs, à nos auteurs, à nos intellectuels, de ne pas se figer, de ne pas en rester là, à contempler peut-être cette présentation idyllique de l'islam au Sénégal et de penser que peut-être il ne devrait pas y avoir peut-être un renouvellement dans la présentation de l'islam de manière générale au Sénégal, parce qu'il y a des pans qui manquent dans la présentation. Il y a aussi le caractère un peu lointain de l'auteur par rapport à nous, pas si lointain, mais en tout cas, du temps s'est passé entre la rédaction de ce livre et aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait peut-être continuer ce travail entamé par Paul Marty pour une meilleure lecture de l'islam au Sénégal. Voilà, en tout cas, merci à Lamé pour la présentation et au Paul, renforcement capacité et formation pour cette initiative qui nous permet un peu de renouer avec la lecture qui est une nécessité. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis très heureux donc de participer un peu au débat et l'exposé du frère Amir Abdoukarim Diaw. Jazakumullah khairan donc pour la présentation. Moi également, j'ai eu l'honneur de lire le livre et ça présente vraiment beaucoup d'informations, comme a dit le frère également. Donc, c'est un livre très passionnant, comme l'a dit Amir, surtout que l'auteur est un contemporain des faits qu'il raconte, et avec détail et précision. Moi, j'ai eu à noter quand même que comme le Cheikh Sidia de la Mauritanie, il a joué un rôle fort important dans la formation de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est intervenu à plusieurs reprises pour le faire libérer. Et il a été, l'auteur, comme on le voit, était plus élogieux à l'endroit de El Hadj Malick Sy qu'à l'égard, par exemple, de quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba ou bien de Boukounta. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'informations, effectivement, je ne sais pas moi si on nous les cache ou pas, mais c'est pour répondre un peu également à Balé, c'est peut-être un peu difficile actuellement de parler de l'histoire récente avec justement l'histoire générale du Sénégal, quand vous écrire Iba Der Thiam, et là donc c'est quand même assez problématique de cette façon-là. L'autre enseignement également que moi j'ai pu tirer à la lecture donc du livre, c'est vraiment de savoir que dans un passé encore récent, on parle de 100 ans, c'est assez récent. Donc le fait de porter des gris-gris était un symbole de parfait croyant musulman. Donc ça, c'est récent là. Donc ça peut développer en nous donc ce sentiment de tolérance et de compréhension. Et puis également la façon de faire passer le message islamique jusqu'à ce que la société humanitaire donc l'accepte. Mais c'est un livre vraiment passionnant, effectivement, surtout le deuxième tome également. Moi, ce qui m'a plus frappé par rapport au premier tome, c'est la précision, les noms, vraiment au détail près. Vraiment, c'est extrêmement bien documenté. Et peut-être du fait de sa formation, comme a dit frère Amir Cheikh Abdoukarim Diaw. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Inshallah. Jazakumullah khairan. Je pense qu'on peut... Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Voilà, donc peut-être une petite intervention aussi, c'est Ahmed Lamine Hadj. Je remercie d'abord le présentateur, Dr Abdoukarim Diaw, pour cette brillante exposé. Je trouve que je n'avais pas lu le livre, malheureusement.
mais à travers la présentation et même en fait la lecture que j'ai faite de l'introduction et de la conclusion, j'ai maintenant la conviction qu'il faut effectivement exploiter ce livre et le lire à fond, parce que il paraît que c'est une d'informations qu'il y a dans ce livre. Par contre, le peu que j'ai lu, les quelques feuilles en tout cas que j'ai lu, en fait, me permet un peu peut-être de donner, de souligner 2 points. D'abord, c'est la personne qui écrit le livre. Voilà, en fait, les informations qui sont aussi dans le livre ne sont pas cachées. La personne qui écrit le livre. Tantôt, dans certains passages, quand on lit, on a l'impression d'avoir en face un anthropologue, un sociologue. Tantôt, quand on lit certains passages, on a l'impression d'avoir en face un agent de renseignement généraux qui donne des recommandations aussi. Tantôt aussi, on a quelqu'un qui est trop raciste et trop sévère par rapport à ces gens-là qu'il décrit dans son livre. Donc, c'est un peu compliqué tout ça là. J'ai même envie de connaître davantage Paul Marty himself. Voilà. L'autre chose, et c'est très important, c'est que le livre parle en tout cas d'une séquence dans l'histoire de l'islam au Sénégal qui date pas il n'y a pas longtemps en tout cas. C'est à partir de 1800, hein, on peut dire. Alors, c'est une séquence assez intéressante parce que c'est là où le Sénégal a vu naître en tout cas l'ère des marabouts, l'islam des marabouts, sinon, en tout cas, un islam façonné par d'autres personnes qui l'ont vécu bien avant ces gens-là. Et lorsqu'on dit par exemple que l'islam a pénétré le Sénégal depuis le XIe siècle et que ce livre est écrit à partir, disons, du XIXe siècle, donc ce qui est avant cette séquence-là aussi, vraiment, je pense, ça peut être étudié aussi et connu. Surtout que cette séquence-là met en exergue autre chose, c'est en tout cas la rencontre entre l'islam et le fétichisme. En tout cas, il a des termes plus dans le livre en disant par exemple, même si l'islam est en train de gagner des adeptes, il est en train de perdre en profondeur et il est en train de se fétichiser davantage. Et d'ailleurs, même je pense même que ce livre-là de Paul Marty pouvait être une base de l'autre livre de Vincent Monteil qui parle de l'islam noir au Sénégal. Mais aussi, je constate une portée de ce livre sur nos intellectuels d'aujourd'hui. Parce que j'ai toujours entendu de nos intellectuels universitaires, nos chercheurs parler de l'islam, en commençant effectivement par là où Paul Marty parle de l'islam au Sénégal. Il est très rare de voir un chercheur qui parle de l'islam au Sénégal au-delà de ce que, en tout cas de cette séquence historique-là, à partir de laquelle Paul Marty a écrit son livre. Et d'ailleurs, on a toujours tendance à entendre parler de l'islamisation des Sénégalais il n'y a pas longtemps. Ce qui est pour moi vraiment, à mon avis, et ce qui est faux, j'allais dire, hein, parce qu'il faut toujours confirmer, et avec force d'abord, d'ailleurs, que l'islam est entré au Sénégal depuis le XIe siècle. Certes, l'islamisation des peuples du milieu, si je me permets de dire ainsi, s'est fait peut-être à partir du 19e siècle, c'est vrai, mais quand même, il faudrait quand même accepter que l'islam a été ancré au Sénégal, dans une partie du Sénégal, il y a vraiment longtemps, quoi. Des États sont créés, beaucoup de choses s'est fait. Il faudra fouiller aussi pour essayer de mettre en exergue ces valeurs-là et peut-être à partir de là, les Sénégalais vont se trouver. Sinon, actuellement, on est en train de se perdre un peu avec les agressions qui se font sur l'islam et les musulmans au Sénégal. Les chercheurs n'arrivent pas encore à préciser l'identité islamique des Sénégalais. Tantôt on parle de l'islam noir, et tantôt on parle de l'islam confrérique, alors que parler de l'islam confrérique, c'est vraiment parler, c'est réduire l'islam sénégalais au 19e siècle, alors qu'il est là presque depuis 10 siècles. Donc je pense aussi qu'il faudra aussi regarder un peu la portée de ce livre sur, en tout cas, les orientations de nos chercheurs et de nos universitaires sur l'islam du Sénégal d'aujourd'hui. Donc c'est tout ce que je peux dire, parce que je n'ai pas encore lu le livre vraiment, mais j'ai envie de le lire quand même pour connaître davantage ce que Paul Marty a écrit. Voilà, merci beaucoup. Donc,
Il nous reste un peu 5 minutes, 5-6 minutes. Yawar, si tu permets, juste là pour rebondir sur Salam Salam, il y a Mohamed, il nous reste 5 minutes, il y a Mohamed qui va prendre la parole, il faut que Amir continue. Oui, salam alaikum. Donc, Mohamed Ba, je vais essayer d'être le plus court possible et je remercie beaucoup, en fait, docteur, pour cette présentation. Vraiment, ça a été complet et il a fait le tour d'un ouvrage qui est assez volumineux. Quelque part, personnellement, j'ai eu l'occasion de lire il y a 2-3 semaines. J'ai mon ami Mourtada avec qui on avait un peu discuté là-dessus, mais j'avais pas eu l'occasion de lire le livre. Et donc, à travers des discussions avec nos parents, Mourid, j'ai pu m'intéresser finalement à ce livre-là et puis le lire. Et il faut dire que l'ouvrage, en fait, est très complet et je pense incontournable pour comprendre l'islam au Sénégal, en tout cas au début du XXe siècle. On est frappé par le détail qu'il donne, notamment les marabouts, leurs disciples et le nombre de disciples. J'ai même eu à discuter un peu avec ma maman, par exemple. Il parle du Fouta, des Almani, et puis il parle d'une famille de marabouts dont, enfin, dans ma branche maternelle, ils sont pas rattachés à ça. Et je me suis amusé à demander à ma mère, en me disant, en fait, est-ce que tu savais que les Helmodinat là, il y avait tel marabout, ils se sont installés à tel village, et elle était surprise de ces informations, en me disant, mais où est-ce que tu as lu ça, où est-ce que tu as vu ça? Effectivement, ils se sont installés à tel village et tel village. Donc, pour dire que c'est quand même un ouvrage qui est très, très précieux. Il parle aussi de l'islamisation du Sénégal, et j'ai appris par exemple que le Cayor, par exemple, il y a eu une réislamisation du Cayor qui était islamisé auparavant, mais en fait que l'islam n'était pas très bien implanté au Cayor et qu'après en fait c'est plutôt une réislamisation qui s'est faite au 19e siècle. Il y a aussi un chapitre, ou je dirais 2 chapitres très intéressants sur l'islam. 30 secondes, oulala. D'accord. Du sud au sud du Sénégal, où par exemple on apprend que les Peuls du Fouladou, les nobles n'étaient pas si islamisés que ça, et finalement c'était le bas peuple qui était plutôt islamisé. Il parle aussi d'une question qui est encore moderne, des relations qu'on peut retrouver entre les marabouts et les femmes dans une certaine tariqa, qui on est surpris que ça existait déjà à cette époque-là. Voilà, bon, pour résumer, j'avais beaucoup de choses que j'avais notées, mais j'ai pas le temps. Donc, je pense que c'est un ouvrage à lire. C'est un ouvrage à lire et il y a d'autres tomes qui concernent le Mali, la Mauritanie, et je pense que tous ces tomes-là, il faut les lire. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup encore une fois, Jazakumullah khairan, pour cette initiative. C'est vraiment intéressant et enrichissant. Jazakumullah khairan. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir développer davantage, mais on pourra continuer sur le groupe, Inch'Allah. Donc, en tout cas, nous, au niveau du programme pour formation et renforcement des capacités, ça remet en vue l'importance de notre curriculum. Donc, qui normalement doit se pencher sur une bonne partie sur l'histoire. Il y a un domaine qui s'appelle Histoire et culture du Sénégal. Comme Dr Agla dit, normalement, c'est depuis le 11e siècle qu'il faudra vraiment tout revoir jusqu'au 19e siècle et même l'époque contemporaine que nous vivons. Donc, bon, rapidement, je donne à Amir pour pouvoir conclure, Inch'Allah, par rapport aux questions et donner son dernier mot. Amir, il nous reste 2 minutes. 2 minutes, voilà. Mais moi, c'est pour remercier les inputs des intervenants. Je pense que ça montre qu'effectivement, ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Et c'est juste pour faire un plaidoyer. Renforce, en tout cas, appuyer les plaidoyers des frères concernant surtout le temps, la répartition du temps. Je me suis rendu compte que 20 minutes, c'est peu, c'est vraiment peu. Et donc, il faudrait penser à doubler ça, n'est-ce pas? Maintenant, pour doubler ça, oui. Pour Mourtada, oui, il a raison, effectivement, il a mentionné, il a juste mentionné Imam Laye quelque part dans un paragraphe. Mais ce que je voulais dire, c'est que, comme les autres marabouts, il ne lui a pas consacré une section, bien un chapitre. Donc, il a juste mentionné Imam pour dire qu'effectivement, il connaissait pratiquement l'essentiel, tout. Il connaissait pas du tout, parce que seul Dieu connaît tout, mais vraiment, il maîtrise la chose. Effectivement.
Ouais, Mamadou Ba, les rapports des marabouts avec les femmes